Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. Alors, je m'appelle Thibaut Kaoudal, je suis un des cofondateurs de Leeway. Et Leeway, c'est une solution de gestion des contrats qui aide les juristes à réduire le temps passé sur toutes les tâches administratives et manuelles associées à la gestion des contrats et aussi avoir plus de contrôle et de visibilité sur les risques juridiques et financiers. Voilà, allez faire un tour si ça vous plaît. Et assez parlé de moi, puisque pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de deux chroniqueurs exceptionnels qui sont en grande forme aujourd'hui, je le sais déjà. Audrey Deléris, Pierre Landy, comment allez-vous? Ça va très très bien, merci. Écoute, je suis de plus Bonjour en à plus tous. détendu. Tu vois, j'ai mon café maintenant carrément, j'ai ma mug et tout. On est totalement détendu. Mais Hein. voilà. C'est l'esprit, Pierre, c'est l'esprit, les gars, Club Sandwich, on veut ça. Je vous laisse vous présenter tous les deux, dire un mot. Merci Thibaut. Alors, donc Audrey Deléris toujours, et je suis manager au sein du cabinet Fed Legal qui a été créé il y a plus de 10 ans. Donc, on chasse des juristes, des fiscalistes, des directeurs juridiques et fiscaux. Et pour ma part, pardon, ça fait 11 ans que je fais ça avec beaucoup de bonheur pour mes clients qui vont de la start-up au groupe du CAC 40. À côté de ça, j'ai grand plaisir à co-animer le Fleet Network avec Pierre Landy ici présent. On a confondé ce réseau il y a 1 an et demi. On est près de 250, donc des juristes dans la tech et dans les startups. À toi, Pierre. Alors, je rêve, je pense qu'un jour, je vais dire bonjour, je m'appelle Audrey Deléris et je vais dire juste histoire de voir ce que ça fait. Je crois qu'on va le faire peut-être pour la dernière émission. Peut-être, oui. Fleet, ça veut dire French Lawyers in Tech et en bon français, on a pris un nom anglais pour désigner notre network. Donc, pour ma part, Pierre Landy, je suis avocat et je suis cofondateur de l'Alliance ENCO. L'Alliance ENCO, ce sont des avocats, mais qui agissent comme des directeurs juridiques externalisés, principalement, mais pas uniquement dans la tech. En fait, c'est que des anciens de Yahoo. Et donc, on est présent en Italie, France, Allemagne, UK et Espagne. Et puis, depuis 1 an environ, j'ai monté une nouvelle branche de ENCO et je m'occupe de faire de l'executive mentoring, d'accompagner des directeurs juridiques, des équipes juridiques, des associés de cabinets d'avocats pour développer leur leadership, leurs soft skills. On en a énormément parlé dans Legal Club Sandwich. Et voilà, je m'éclate à accompagner tous ces directeurs juridiques qui veulent bien travailler avec moi sur ces questions fort intéressantes de leadership. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un thème qui est passionnant. On s'est posé la question du rôle de la direction juridique dans la gestion de crise. Et pour ça, on accueille Mathieu Jeanne. Mathieu, merci de participer aujourd'hui à cette émission, à ce talk numéro 11. Toi, tu as fait toute ta carrière dans la gestion de crise et puis aujourd'hui, donc, tu es partenaire associé chez Contrôle Risque, qui est un cabinet de conseil en gestion de crise et en gestion de risque. Tu vas nous expliquer tout ça, qui est implanté un peu partout, je crois, dans le monde. Comment ça va, Mathieu? Bonjour Thibaut, bonjour Audrey, bonjour Pierre, ça va très bien, merci et bonjour à tous. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous accompagner pour parler de gestion de crise, un vaste sujet. Ouais, on a plein de choses à voir ensemble et puis on a plein d'anecdotes croustillantes aussi qu'on va vous partager. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que la gestion de crise concrètement pour poser le cadre pour nos auditeurs aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Peut-être très brièvement pour me présenter, donc je suis associé au sein du cabinet de conseil international Contrôle Risque et directeur général de la filiale française du groupe. Et très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas Contrôle Risque, Contrôle Risque, un cabinet de conseil, notre mission finalement, c'est d'accompagner des organisations pour les aider à construire des structures qui soient plus sûres, plus conformes et plus résilientes à travers donc, plusieurs lignes de service, tout ce qui est analyse de risque pays, risque politique, tout ce qui est
conseil également en cybersécurité, tout ce qui est les sujets liés à la gestion des risques d'intégrité, de fraude, corruption, blanchiment, les sujets de compliance. Et puis, un département qui touche au conseil en sûreté et gestion de crise, justement, tous les sujets liés à la résilience en entreprise. Ce sont un petit peu les 4 grands départements de contrôle risque, avec une division également un petit peu parallèle qui s'occupe uniquement de la partie réactive, donc de la gestion de crise ou d'incidents. Cette division, elle fait partie de l'ADN de contrôle risque, qui a été créé il y a plus de 45 ans maintenant sur une problématique liée à la gestion des crises d'enlèvement en Colombie. Donc, on s'est bien développé depuis. On touche à plusieurs domaines dans la gestion des risques, avec plus de 3000 employés sur 38 bureaux dans le monde. Et on travaille donc aussi bien sur la partie prévention que la partie liée justement à la gestion d'incidents et le côté, je dirais, plus réactif. Voilà un petit peu pour la présentation générale. Okay. Alors maintenant, peut-être pour répondre à ta question hein, sur la gestion de crise et peut-être commencer par la définition de ce que c'est qu'une crise. Et je pense qu'il y a 2 volets qui sont assez importants quand on parle de crise. C'est et 2 grands critères hein, qui définissent la crise. Tout d'abord, un événement imprévu qui menace d'avoir finalement des effets négatifs hein, sur les actifs de l'entreprise, en commençant par les personnes, et puis l'infrastructure, la réputation, l'environnement, les informations. Et puis, le deuxième critère, c'est un événement lors duquel tous les protocoles et les procédures normaux sont insuffisants pour garantir un résultat contrôlable et positif. Donc, c'est vraiment ces 2 critères qui définissent la crise. Et finalement, quand on regarde cette définition, ce sont des événements qui font partie de la vie des entreprises, ça fait partie de la vie des organisations. Les multinationales passent par et vivent des crises régulièrement sur des gros groupes internationaux. On évalue à des crises globales qui se passent tous les 3 à 5 ans. Donc, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Les crises, Mathieu, pour toi, ce n'est pas uniquement, même si je sais que c'est ce que vous gérez aussi chez Contrôlerie, ce n'est pas forcément uniquement des gens qui se font enlever ou des demandes de rançon. J'imagine qu'il y a toutes sortes de crises finalement. Oui, il y a toutes sortes de crises. Alors, effectivement, sur ce sujet des enlèvements, hein, c'est un type de crise. Il y a des crises sécuritaires, les enlèvements, les menaces, les extorsions. Ce sont des crises liées à des problèmes de sécurité. Mais après, il y a tout autre type de crises, des crises sociales, des crises sanitaires. Hein. On est tous, depuis le début de la crise de la Covid-19, on est tous dedans. Les crises également réputationnelles, donc il y a un ensemble de crises. Après, il faut donc remettre un petit peu tout ça dans des programmes un petit peu de risk management. Hein. C'est important de comprendre où est-ce que ça rentre dans les structures de risk management au sein des entreprises. Quand on parle de risk management, il y a vraiment deux focus. Hein. Le premier, c'est mettre en place des mesures de prévention pour réduire la probabilité d'occurrence d'un incident. Et comme de l'autre côté, il n'y a pas de risque zéro, on travaille aussi sur la réponse possible pour limiter l'impact négatif de cet incident sur l'entreprise. Et c'est sur cette deuxième partie que rentre le concept de gestion de crise. Et que ce soit donc sur les sujets sécuritaires, des crises sociales, réputationnelles. Il y a vraiment un large spectre et éventail de types de crises possibles. Ok, bon, je crois qu'on va y revenir un petit peu plus en détail par la suite, et puis tu vas aussi nous donner des exemples concrets pour illustrer tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les grandes étapes d'une crise pour qu'on puisse visualiser un peu avec toi comment ça se passe concrètement? Oui, tout à fait. Alors, on peut bien évidemment considérer la gestion de crise au moment ou à partir du déclenchement de l'incident et se focaliser sur la réponse. Et je pense que quand on parle de timeline d'une crise, ce serait un peu dommage de se limiter uniquement à cette composante de réponse. La gestion de crise, ça va au-delà. Ça commence déjà par une phase de préparation. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui est très importante et je recommande vivement, et j'insiste là-dessus, toute la partie d'analyse de risque, développement des plans et protocoles, mise en œuvre de ces plans, la partie formation, exercice, travailler sur des scénarios, faire un monitoring continu du programme. Tous ces points-là sont clés pour arriver à une gestion de crise positive.
La deuxième partie sur cette timeline, c'est vraiment la partie réaction, hein, réponse à l'urgence, à l'incident, la réponse immédiate, et puis c'est toute la structure de gestion de crise qui se met en place, les prises de décision, la gestion des parties prenantes, la communication de crise. Et puis ce troisième volet qui est plus lié à la récupération, finalement, c'est aussi l'objectif, c'est la partie de retour à la normale, et retour à la normale totale le plus rapidement possible, avec un impact minimum sur les opérations. Et là, quand on regarde un petit peu ces trois étapes, il y a quelque chose que je souligne régulièrement. Il ne faut pas voir cette crise comme un événement uniquement négatif. Il faut faire en sorte que cette crise et surtout les sorties de crise soient perçues comme de vraies opportunités pour les entreprises. Il y a quelque chose que j'aime bien prendre comme exemple, c'est cet idéogramme chinois ou le symbole chinois qui définit la crise, qui est composé de 2 idéogrammes. Le premier, il signifie danger, l'autre, il signifie opportunité. Et le but, c'est vraiment de choisir de transformer une crise ou un danger en une opportunité au lieu uniquement de subir cette expérience négative. Donc, c'est bénéfique, hein, c'est source de changement profond, c'est source de transformation. On l'a vu pendant la crise du Covid, hein, la transformation qu'on a pu avoir au niveau des entreprises, notamment tous les sujets liés à la transformation digitale, l'accélérateur qu'a pu être cette crise sanitaire dans les programmes de transformation digitale. Je regardais un rapport récemment, là, il y a des entreprises qui ont gagné presque 5 ans, qui ont pris 5 ans d'avance sur les programmes de transformation digitale qu'ils avaient dans leur planning. Donc vraiment, ce rôle transformateur aussi de la crise, c'est la philosophie qu'on souhaite appliquer, et ça passe par cette première étape de préparation à la crise pour pouvoir la gérer de la meilleure manière possible. Que Legal Club Sandwich est né d'une crise, c'est-à-dire que le deuxième confinement, on est confiné, c'est une opportunité. Legal Club Sandwich est né de la radio libre des juristes confinés, de cette crise et de cette le nouveau confinement. Donc, on est complètement d'accord avec toi. C'est vrai. C'est un très bon exemple. Savoir se réinventer en période de crise, savoir se transformer, savoir trouver de nouvelles opportunités. C'est vraiment ce qu'on essaye ce qu'on recommande d'appliquer. Parce qu'au final, une crise, c'est toujours un moment difficile à vivre, imprévu, où on ne se sent pas forcément préparé. Donc, le but, c'est vraiment d'en tirer aussi du positif. Ouais. Et juste… Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Non, c'est juste pour un petit peu peut-être donner une petite image de ça. Quand on fait une étude un petit peu alors c'est plutôt sur des grands groupes, hein, ou des multinationales qui sont en bourse, on regarde l'évolution du cours de la valeur boursière des entreprises au moment de la crise. L'impact est généralement négatif, hein, au départ, un impact assez fort. Et puis si on regarde sur la durée, on peut vraiment faire 2 groupes. Les groupes qui gèrent de la meilleure manière les crises et qui vont retrouver un bénéfice, et qui rapidement, le cours de l'action va reprendre de la valeur. Et puis, les mauvais élèves, entre guillemets, où là, ça peut être vraiment l'effet boule de neige et un effondrement sur les cours de bourse. Donc, ça donne un peu une image de ce qui peut se passer et l'impact financier que ça peut avoir sur des grands groupes. Alors, juste pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai partagé avec vous le livre blanc, en fait rédigé par Contrôle Risque, du coup, avec les 3 étapes dont parle Mathieu, donc préparation, réaction et récupération. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site directement. Il y aura encore plus d'infos. Ouais, c'est un très, très chouette PDF qu'on vous invite à lire, enfin télécharger et lire. Oui, il y a vraiment ces informations, c'est vraiment les bonnes pratiques, les concepts clés. Le but, c'est d'en retirer l'essence même et de l'appliquer ensuite à votre organisation, votre structure interne, la manière dont vous fonctionnez. Quand on parle de gestion de crise, il y a des bonnes pratiques, il n'y a pas une seule et unique manière de gérer une crise. Il faut se l'appliquer à soi-même, ça prend en compte différents facteurs. Et un qui est très différent d'une entreprise à l'autre, c'est aussi votre appétit au risque. Donc ça, c'est des choses qui vont être nécessaires de prendre en compte quand vous appliquez ou vous préparez vos programmes de gestion de crise. Ouais. Et justement, est-ce qu'on est tous confrontés à ça ? Alors, on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre, hein. Alors, la crise, elle a
un niveau, on va dire, un petit peu différent en fonction de l'organisation dans laquelle vous êtes, la taille. Une PME ou une multinationale n'auront pas les mêmes préoccupations. Ce qui peut être considéré par certains comme finalement un incident peut être une crise pour d'autres. Et ça, c'est assez intéressant de voir la différence. La gestion d'incidents dans certains secteurs d'activité, c'est du quotidien. Ça peut être le même incident pour une société qui n'est jamais passée par là, ça peut devenir très vite une crise. Donc oui, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre. On passe tous par ces phases difficiles. La crise sanitaire qu'on vit actuellement, elle affecte absolument tout le monde. Donc, il y a des crises internes, il y a des crises externes, il y a des facteurs qu'on peut contrôler, il y en a d'autres qu'on ne peut pas contrôler, où on est obligé vraiment de vivre avec et de gérer cette crise externe pour voir quelles sont les répercussions sur l'interne. Donc oui, tout le monde est concerné. Et Mathieu, alors pourquoi c'est important pour les directions juridiques, pour les juristes qui nous écoutent? Alors, c'est important pour les directions juridiques. Et là, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Quand on parle un petit peu des objectifs de la gestion de crise, il y a tout ce qui est prévenir l'aggravation des incidents, retour aux opérations normales, rapides et de manière efficace. Tout ça, c'est un petit peu ce que je mentionnais au début. Et puis, il y a deux points qui sont importants. C'est aussi, durant la gestion de crise, de réduire les risques de responsabilité pénale et civile de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, assurer le respect des lois et des réglementations dans toutes les prises de décision qui sont faites pour gérer la crise. Alors, c'est important, hein, c'est un rôle déjà clé des directions juridiques en temps normal. Mais alors ça se décuple lors d'une crise. Le but, c'est vraiment optimiser dans des contraintes de temps, de coûts, d'efficacité opérationnelle également, le niveau de protection de l'entreprise et finalement d'accompagner les décideurs et les comités de gestion de crise dans cette prise de décision. Alors, si on fait un petit récap de la manière dont on constitue les comités de gestion de crise. Alors encore une fois, ça dépend de la structure, la taille de l'organisation, son activité. Il y a quelques points à prendre en compte. Pourtant, il y a toujours ce noyau central avec les décisionnaires, le coordinateur, vraiment ce noyau central. Et puis après, un deuxième cercle qui peut se composer d'experts techniques et là qui viendront apporter leurs connaissances et alimenter le débat pour faciliter la prise de décision. Et les départements juridiques ont un rôle critique. Ils doivent s'assurer que les décisions prises rentrent dans un cadre légal, s'assurer qu'on ne s'expose pas légalement ou pénalement, qu'on n'expose pas l'entreprise, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il y a impunité, loin de là, et bien au contraire. Donc, c'est vraiment accompagner les décideurs et les comités de gestion de crise dans ce processus de prise de décision. Ça, on le voit aussi un petit peu si on regarde les flux qui se passent à ce moment-là dans la gestion de crise. On a vraiment deux lignes parallèles. D'abord, toute la remontée d'informations depuis la source de l'incident jusqu'à l'autorité décisionnelle. Et de l'autre, tout ce qui est délégation d'autorité dans l'autre sens. Et là, les directions juridiques ont un rôle vraiment clé de collecter toute cette information, comprendre quels sont les objectifs de l'organisation dans la gestion de crise et apporter l'expertise dont on a besoin pour avancer sur la prise de décision et éviter d'être exposé à des risques légaux en fonction du scénario qui est en train de se passer. Et Mathieu, tu dis un truc très intéressant, tu as dit plusieurs fois, c'est qu'il y a un décisionnaire ou des décisionnaires, mais c'est très important, je pense, de déterminer ce rôle dès le début d'une gestion de crise, de savoir qui est le fameux décisionnaire ou les décisionnaires. Oui, alors ça, c'est vraiment un des points clés qui doit apparaître assez clairement dans les plans de gestion de crise, que chacun comprenne bien son rôle et sa responsabilité. Et ça va permettre aussi de gérer au mieux la crise, c'est d'avoir un cadre déjà ficelé, éviter d'aller dans le brouillard. Chacun sait ce qu'il doit faire et celui qui prend les décisions sait que c'est à lui de prendre les décisions. Alors, ça n'empêche pas de s'entourer des personnes et notamment sur ces experts qui vont apporter un autre point de vue. Je l'ai vu moi, dans la gestion de beaucoup de cas, dans des comités de gestion de crise où souvent
le CEO à la tête du comité de gestion de crise se retourne vers le General Counsel et il demande mais est-ce que c'est légal de faire ça? Est-ce que cette décision qu'on est en train de prendre, on peut le faire en parlant aussi quelquefois d'une crise qui se passe dans un autre pays, sur une filiale. Alors, la réglementation n'est pas la même. On a besoin de cet éclairage pour prendre les décisions et c'est un rôle vraiment critique de toutes les personnes et de tous les experts qui vont apporter leur connaissance. Et je crois qu'on en reparlera peut-être dans les questions, mais moi, pour l'avoir vécu chez Yahoo, et ce n'est pas un secret, je connais Contrôle Risque depuis mes années Yahoo, très souvent, ce qui est recommandé, c'est de préparer la cellule de crise avant qu'il y ait une crise. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une crise pour savoir qui sera dans la cellule de crise. Le bon truc à faire en tant que directeur juridique, c'est de soulever cette question de la crise et de proposer aux gens de dire, bon, s'il y a une crise, quel sera le corps et après, quels seront éventuellement les gens qu'on rajoutera. Et plutôt que d'attendre que ça se tombe dessus et de faire ça dans l'urgence. Tout à fait. Et c'est un très bon point, cette partie de définition initiale et cette partie d'exercice, faire des exercices, travailler sur des scénarios les plus probables. Ben, ça permet d'être quand même un peu mieux préparé le jour où ça arrive dans la vraie vie. Alors, des exercices de gestion de crise, on peut en faire des scénarios à l'infini. C'est important d'en faire régulièrement pour comprendre cette dynamique, alors que ce soit sur des sujets de cyberattaque, que ce soit sur des sujets de crise sanitaire, de catastrophes naturelles. Il y a vraiment plein de sujets d'exercices de crise qui peuvent être mis sur la table. Mais Pierre, ouais, tu mentionnes un point très important, c'est la préparation et impliquer les gens dans ce process de préparation. Et effectivement, pour les plus grosses boîtes, je n'imagine pas dans les startups, mais effectivement, nous, on faisait des exercices chez Yahoo régulièrement de mise en situation de gestion de crise. Et c'est quelque chose qui nous avait préparé le jour où on a une vraie crise. Voilà. Mais peut-être qu'on peut parler d'exemples concrets maintenant. On en a parlé, on vous a teasé. Bon. Exactement, Mathieu. Dis-nous un peu, on a préparé ça. Nous, on sait déjà que c'est croustillant, mais parle-nous un petit peu de tes cas concrets. Oui, j'ai essayé de reprendre quelques exemples de cas sur lesquels on a travaillé récemment et qui pouvaient aussi mettre en valeur le rôle justement des directions juridiques dans cette gestion de crise. Alors, j'ai un cas assez intéressant que j'ai eu la chance de gérer. Alors, lorsque j'étais à Mexico, je suis arrivé à Paris il y a 1 an maintenant, mais j'ai passé les 10 dernières années au Mexique où je travaillais justement sur ces sujets de gestion de crise en Amérique latine pour Contrôle Risque. Et un des derniers cas sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, c'était un client qui est un fabricant de pièces automobiles qui a retrouvé sur le marché une pièce défectueuse qui aurait dû être détruite à sa sortie d'usine. Donc, au début, uniquement une suspicion, mais un incident initial qui s'est rapidement transformé en crise. Pour vous donner un peu de background sur ce qui s'est passé, on a fait une première investigation pour comprendre pourquoi cette pièce défectueuse n'avait pas été détruite et on s'est aperçu qu'il y avait tout un mécanisme parallèle qui s'était mis en place avec le fournisseur externe qui était censé récupérer les pièces défectueuses pour aller les détruire, tout un système de fraude, de corruption également en interne, des faux certificats de destruction, donc tout un système qui avait été mis en place pour finalement récupérer ces pièces défectueuses et les revendre sur le marché noir. Donc, elles revenaient via un marché noir sur un marché plus normal, via les garagistes ou les réseaux de ce type. Et donc là, il y a vraiment eu un gros problème qui a été détecté, une crise assez grave, alors beaucoup plus que l'impact financier, finalement, c'est l'impact réputationnel sur un accident de la route qui pourrait intervenir avec une pièce défectueuse, pourquoi elle se retrouve là, tout ce sujet-là d'un côté. De l'autre côté, on s'est aperçu que finalement, c'était une infiltration du crime organisé au sein de l'usine de fabrication, donc un sujet sécuritaire également sur la protection des personnes. Donc tout le réseau était détenu par un cartel nord-mexicain. Donc des enjeux qui vont bien plus loin que l'impact financier immédiat en fait qu'on pourrait voir. Et là, donc il y a toute une organisation qui se met en place dans la gestion de crise, que ce soit sur les différents volets, sécuritaire, investigation, enquête, toute la partie sur la supply chain, mais il y a également un rôle très important des directions juridiques. Je vais en mentionner 2 sur cet exemple. Le premier, c'est vraiment d'anticiper les scénarios, anticiper la potentielle responsabilité
de l'entreprise sur des sujets qui pourraient être associés à de la négligence, par exemple. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a toute la partie relations contractuelles avec les clients, la confiance que ça aurait pu, qui aurait pu être endommagée. Et puis après, il y a eu un autre volet qui est assez intéressant aussi, qui a été vu en même temps avec le département juridique et le département de ressources humaines, c'est la protection des employés étrangers et internationaux. C'est toute la responsabilité, le duty of care pour les entreprises. Et là, quelles ont été les mesures à mettre en place quand on sait qu'au sein même de l'usine, il y a infiltration par du crime organisé. Donc, vraiment plusieurs sujets où le département juridique a été mis au cœur de la prise de décision pour pouvoir aider à avoir cet objectif clair, une récupération des activités normales le plus rapidement possible et un impact minimum sur les opérations et sur la réputation aussi de l'entreprise. Donc, un exemple assez complet où le rôle du juridique a été très important. Et ce que tu dis est vraiment important, en effet, c'est que le juriste doit être impliqué, enfin les juristes, parce qu'il n'y a pas un seul juriste a priori, du coup, doit être impliqué dès le départ à toutes les étapes que tu évoquais, donc préparation, réaction et récupération. Donc, on doit vraiment être associé dès le départ. Hein. On n'insistera jamais assez sur le rôle stratégique du directeur juridique pour refoutre une couche sur mon dada. Non, tout à fait, tout à fait. Et ça va ensemble. Hein. Si on veut que ça marche, si on veut que ça fonctionne, il faut impliquer les gens, et les sensibiliser et les former. La gestion de crise, ça ne s'apprend pas que sur le tard. Il y a une partie, oui, parce qu'effectivement, on apprend beaucoup, on engrange beaucoup d'expérience en vivant des crises, mais il y a une partie de préparation qui est obligatoire et nécessaire pour pouvoir gérer de la meilleure manière les crises potentielles. Et pour les directeurs juridiques qui nous écoutent, puisque souvent dans Club Sandwich, on essaie de vous donner des tips pour être stratégique, proposer une formation à la gestion de crise à vos comités de direction, à vos CEO en amont et faire cette suggestion proactive de travailler la gestion de crise en amont est quelque chose qui, encore une fois, permettra de développer votre dimension juridique et montrer votre côté stratégique. Mathieu, on a d'autres exemples. On a d'autres exemples hyper intéressants à évoquer, c'est pour ça que je passe un peu là-dessus. Mais est-ce que tu peux parler des autres cas, notamment, il y a un cas qui est arrivé à Paris, dans un autre domaine, rien à voir avec ce qui s'est passé au Mexique, peut-être pour illustrer un autre angle de la crise. Oui, un cas qui est très récent, hein, c'est plus sur un sujet de radicalisation d'un employé au sein d'une entreprise et finalement un sujet qui a été très vite devenu connu par toute la famille de l'entreprise, je dirais en interne, donc un impact très fort et immédiat sur tous les employés. Et là, il y a vraiment eu un rôle important du département juridique en lien aussi avec et en collaboration complète avec les ressources humaines sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors là, c'est plus sur du droit social, droit du travail, pour être sûr qu'on n'expose pas aussi l'entreprise en fonction des décisions qui sont prises dans le but très sain aujourd'hui de protéger aussi les autres employés. Mais donc, il y a vraiment une expertise nécessaire sur ces domaines. Et la collaboration ressources humaines, département juridique, elle est intéressante. Quand on parle de gestion de crise, on ne travaille pas dans des silos fermés. On travaille ensemble. Les comités de gestion de crise, ils sont faits pour qu'il y ait un travail de collaboration. Et là, ça a été un bon exemple de cette collaboration pour trouver une solution qui soit adéquate pour les ressources humaines, qui soit adéquate pour le juridique et pour que le responsable et le décisionnaire puissent prendre une décision réfléchie et éclairée. Donc, c'est un très bon exemple où on évite de travailler en silo fermé en gestion de crise. On travaille ensemble. Ouais. Et justement, peut-être une dernière question avant de passer aux chroniques de vos chroniqueurs préférés. Est-ce que tu as comme ça des points d'attention à porter pour les juristes, des questions plutôt qu'on doit se poser vraiment en cas de gestion de crise? Oui, et ça se base vraiment, et je pense encore plus aujourd'hui, et je le redis, gérer une crise, ça ne signifie pas l'impunité. Ce n'est pas parce qu'on est en crise qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les procès post-crise sont assez nombreux. On demande des comptes aux gestionnaires de crise. Et du coup, il y a souvent des questions que vous pouvez vous poser.
durant la gestion d'un incident. C'est quelle est la responsabilité de la société face à l'incident, comment vos actions sont-elles perçues par les autres, comment elles seront perçues par un tribunal, par exemple. Est-ce que vous serez tenu pour responsable des faits? Est-ce que vous avez réagi à temps? Est-ce que vous pouvez démontrer que vous étiez préparé? Ça aussi, on revient à ce sujet de préparation. Est-ce que vous avez agi de manière raisonnable et professionnelle tout au long de la crise? Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Ça permet de faire un petit exercice aussi et de définir un peu la maturité de vos programmes de gestion de crise en répondant à ces questions. Mais oui, c'est des choses qu'il faut se poser durant la gestion de crise pour éviter d'être trop exposé. Ouais. Bon, merci en tout cas, Mathieu. C'était très riche et c'est passionnant. Ça donne envie encore de creuser un peu plus. On est obligé de D'ailleurs, il y a des questions qui arrivent qu'on va te poser après, après les fameuses chroniques. Exactement. Mais en tout cas, le message est passé. Il faut vous préparer à tout ça. Ça ne s'invente pas. Et en fait, la crise, voilà, faut la gérer avant qu'elle n'arrive, tout simplement. Merci, Mathieu. On passe aux chroniques. Pierre, c'est ton moment, le jingle. C'est le jingle. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà, c'est le moment. Là, vous tapez dans les mains, vous dansez derrière vos ordinateurs, car c'est la chronique d'Audrey. J'adore. Merci Pierre. Donc, quel jingle joyeux pour vous parler de gestion de crise et de mauvais recrutement, puisque c'est ma spécialité. Alors, nous, on ne parle pas d'enlèvement pour le coup, mais juste de mauvais recrutement, ça peut déjà être un drame au sein d'une entreprise et au sein d'une équipe juridique. Qu'est-ce que c'est en fait un mauvais recrutement? C'est quand il y a une inadéquation entre un profil qu'on a recruté et le reste de l'équipe, et avec un problème de compétence. Ça peut arriver, on reste dans l'humain, même si on a tout verrouillé en amont. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien non, on ne pleure pas et on prend du coup les mesures qu'il faut. Alors, je vais vous donner un exemple en fait qui est arrivé il y a plusieurs années, parce que oui, si je verrouille tout avec mes clients pour que ça n'arrive pas, oui, ça m'est déjà arrivé. Un échec peut arriver, c'est vrai, on reste dans l'humain. Donc, c'est arrivé il y a quelques années chez un de mes clients qui travaille dans le luxe et la distribution, qui en fait a recruté une de mes candidates qui venait d'un secteur très éloigné. Donc, vous voyez, ouverture d'esprit, ouverture du chakra, on prend quelqu'un d'un autre secteur qui venait de la construction. Voilà, tout le monde était hyper convaincu. La candidate était extrêmement convaincue, elle était très convaincante, moi aussi, la cliente aussi. Les références étaient bonnes. Elle avait l'international, la gestion de contrat, elle savait travailler en autonomie. Enfin bref, les voyants étaient au vert et tout le monde y est allé. On a tous été hyper contents de finaliser ce recrutement. Et puis au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte tous ensemble, au fur et à mesure, avec le suivi d'intégration de la candidate, que cette personne finalement n'était pas heureuse du tout. Voilà, tout simplement, parce qu'elle était hyper convaincue de vouloir changer de secteur, de structure, et en fait, c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Elle était très malheureuse et du coup, le travail n'était pas hyper bien fait à cause de ça. Donc, après quelques semaines, on s'est rendu compte que vraiment, on ne pouvait pas continuer ensemble, la cliente et la candidate. Donc, la personne est partie en fait à la fin de sa période d'essai. Et la gestion de crise, qu'est-ce qu'on fait? Puisque évidemment, c'est un poste de responsable juridique unique, sinon ça n'était pas drôle. Donc, la cliente se retrouve sans juriste pour gérer tous les contrats. La candidate qui avait passé 8 ans dans un beau secteur de la construction se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me retrouve sans rien, j'avais ce beau projet de changer de secteur et finalement je sais pas où j'en suis. Donc moi j'ai joué les médiatrices pour le coup, on a tous travaillé ensemble, on a regardé voilà ce qui avait été ou pas. Alors pour vous rassurer, on a créé ça, on a plutôt transformé ça en opportunité. D'un côté, la candidate s'est remise en question. Finalement, après une mission d'intérim, juste après, elle s'est rendue compte que les projets plus long terme, c'est ce qui lui correspondait beaucoup plus que la distribution, où il faut être beaucoup plus rapide en termes de contrat. Donc, elle a fait une mission d'intérim et puis après, elle a du coup embrayé sur un très beau CDI. Ça fait 6 ans qu'elle est dans un grand groupe pour le coup, dans un lieu, un secteur un peu connexe, et elle s'éclate vraiment dans son poste. Donc, ça lui a permis voilà, de remettre ses bonnes questions en avant. Et côté cliente, pour le coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les plus et les moins. On a redéfini, reciblé le bon profil, et on a réouvert un petit peu à d'autres profils qu'elle avait un peu écartés. Pour tout vous dire, elle ne voulait pas d'avocat. Et puis en fait, elle a pris un avocat. Du coup, une avocate qui en plus, voilà, c'était absolument parfait, qui était disponible assez rapidement. Donc on a pu aller assez vite, qui est une distribution et qui n'avait pas forcément international, mais qui a pu apporter autre chose. Donc on a redéfini ensemble ce qui était important pour elle. Donc cette crise, du coup, finalement, en quelques semaines, a été résolue parce qu'on a travaillé ensemble pour que ça marche. Donc en conclusion, voilà, même si on fait tout pour ne pas rater un recrutement, ça peut arriver, oui, parce qu'on reste dans l'humain. Et dans ce cas-là, quand ça arrive, écoutez, on pose la question ensemble.
ensemble, on voit ce qui n'a pas été, on voit ce qui peut être amélioré et on trouve une solution et côté candidat et côté client et tout va s'arranger pour le mieux. Voilà. Parce que, petite info, un recrutement, ça coûte quand même, quand c'est mauvais, quand ça se passe mal, entre 45 et 50 000 euros en fait, minimum quand on fait un mauvais recrutement de cadre. Donc, attention à ça. Voilà. Merci. Merci Audrey. Et tu as démontré qu'on pouvait transformer tout ça en opportunité. Donc exactement. C'est exactement le point de Mathieu. Et du coup, je m'auto-envoie mon jingle. Exactement, toi, Pierre. Moi, je recommence. Je m'auto-envoie mon jingle, disais-je. Alors, pour ma part, eh bien, je vais aussi vous parler de crise, mais comme vous le savez, si vous suivez Legal Club Sandwich depuis le début, je suis un passionné de Disney. Donc, je suis incollable sur tout ce qui touche à Disney et notamment, je suis très admiratif du dernier PDG en date, pas celui qui est actuellement Bob Chapek, mais le précédent, Bob Iger, qui est pour moi l'exemple type absolu du leader à suivre. Et je parle très souvent de son livre au directeur juridique que j'accompagne. Et merci Audrey d'envoyer le lien pour le livre. Le livre s'appelle The Ride of a Lifetime de Bob Iger. Voilà, j'espère qu'on le voit à l'écran. Je vous recommande vraiment de lire ce livre parce qu'on voit comment un PDG traverse des crises, traverse toutes sortes de crises. Le livre ouvre avec une histoire que je ne vais pas vous révéler, il faudra lire le livre, mais absolument incroyable sur une gestion justement d'une crise. Et à chaque fois, il travaille avec 3 personnes, le directeur financier, le directeur juridique et la responsable communication. Et ce sont les 3 personnes avec lesquelles il travaille constamment. Donc, si parfois on est triste un peu d'être un directeur juridique qui n'est pas associé ou très proche avec le PDG, on lit ce livre et on ressort complètement à bloc. Et donc, l'histoire que je veux vous raconter, elle est racontée dans le livre, c'est Roseanne Barr. Roseanne Barr, c'est une comédienne américaine. Elle avait un show très connu dans les 80s qui s'appelait Roseanne, que vous connaissez peut-être. Et ABC, et donc Bob Iger, puisque ABC appartient à Disney, avait décidé de ramener ce show à l'écran. Et le show est donc revenu sur les ondes et a été un énorme succès immédiatement. Donc voilà, tout le monde était très content, le show fonctionnait bien. Et Bob Iger avait quand même quelques doutes de ramener Roseanne à l'écran parce que Roseanne, c'est le nom aussi de l'actrice, a une personnalité un petit peu incontrôlable. Et donc, Bob Iger avait déjeuné avec elle et lui avait parlé, ils avaient une conversation fort sympathique. Elle avait amené des cookies au déjeuner, etc. Et puis, à la fin du déjeuner, Bob Iger lui avait dit « Écoute, Roseanne, on est hyper content de t'avoir, on est hyper content que le show fonctionne, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, te tenir à l'écart de Twitter ? Tu as des tendances à écrire des choses qui ne sont pas toujours formidables sur Twitter. Je te demande de te tenir à l'écart de Twitter. » Et Roseanne Barr avait promis qu'elle rangerait son Twitter, son compte Twitter, son téléphone et qu'elle ne donnerait pas suite à ça. Un matin, Bob Iger se lève, il se lève à 5 h du matin tous les matins. C'est impressionnant d'ailleurs de voir sa routine. Et il reçoit un texte, un message du vice-président de ABC, du patron de ABC, qui lui dit « Je crois qu'on a un problème ». Et juste après, il y avait une copie d'écran d'un tweet de Roseanne qui, parlant de Valérie Jarrett, une personne qui travaillait avec Barack Obama, disait qu'en gros, elle était le produit de la naissance de l'alliance des musulmans et de la planète des singes. Voilà, elle la comparait donc voilà, une sorte d'enfant de musulmans et de planète des singes, enfin un truc, voilà, en anglais c'est « was the product of the Muslim Brotherhood and Planet of the Apes ». Donc, Bob Iger reçoit ce message, répond « Oui, absolument, nous avons un problème, mais on se retrouve au bureau dans un quart d'heure ». Et là, il convoque un meeting de crise. Le tweet, il est 6 h du matin, 6 h 30, il n'a pas encore été viral, mais il a été perçu. Et toutes sortes de choses sont étudiées, de simplement une remontrance à des sanctions plus dures. Très rapidement, Bob Iger a pris la décision de licencier Roseanne Barr et d'arrêter le show immédiatement, alors que le show rapportait des millions de dollars en publicité et était en train de redevenir un succès énorme. Et la raison pour faire ça, c'est qu'il a dit « Nous avons des valeurs à la Walt Disney Company, nous avons des valeurs que nous imposons à nos 100 000 employés. Il est hors de question
que parce que quelqu'un est une star, que parce que quelqu'un est en the top, eh bien, nous renoncions à ces valeurs, quels que soient les coûts que cela peut avoir pour la société. En fait, je m'en fous. Je me fous des coûts réputationnels, je me fous de la bottom line, je me fiche de tout. On sort et on la sort tout de suite. Et du coup, il a repris le contrôle de la communication. Ils ont communiqué les premiers. Ils ont arrêté le show. Et donc, pour faire très court, ce que je veux dire avec cette histoire, c'est que lors de la gestion de vos crises et lors des décisions à prendre, n'oubliez jamais vos valeurs. Et ça doit être le compas qui vous guide en tant que leader. Revenez toujours à vos valeurs, quels que soient les coûts qui puissent en découler. Voilà. Merci Pierre, merci Audrey. On va passer aux questions de la fin parce qu'il y en a beaucoup. Donc Mathieu, bravo, tu as suscité l'intérêt des juristes aujourd'hui. Les premières, peut-être, je vais en regrouper plusieurs. On a Marie et Géraldine. Salut Marie, salut Géraldine, qui nous suivent très souvent. Donc voilà, on leur fait un coucou. Qui nous demandent l'équipe idéale pour gérer une crise. Déjà, est-ce qu'il y en a une et est-ce qu'elle n'est pas propre peut-être à chaque crise? Qu'est-ce que tu en penses? Si, alors effectivement, il y a une équipe idéale. Il n'y a pas une Bible qui va dire, voilà, ça doit être de cette manière-là. Chaque organisation va avoir ses comités de crise d'une manière un peu différente, mais il y a des principes. Et là, il y a un point, je pense, qui est assez important, avoir ce noyau dur, très limité, deux personnes qui sont là dans tout type de crise, notamment sur le décideur, le coordinateur, le secrétaire, avoir vraiment ces rôles qui sont très clairement définis et avoir un petit groupe, un petit noyau, un noyau dur qui est là pour tout type de crise. Et ensuite, faire venir les experts en fonction du type de crise. C'est très difficile d'être dans un comité de gestion de crise où il y a 30 personnes. Si 25 n'ont rien à apporter au débat, il faut savoir aussi se réduire avec les personnes qui ont besoin d'être là. Et il ne faut pas avoir peur de faire venir la personne adéquate pour accompagner sur la gestion de crise, sur des expertises très spécifiques dans un type de crise. Donc oui, avoir un noyau central identique, le même, avec des gens qui savent prendre les décisions nécessaires et limiter ce noyau à un cercle réduit. Et après, avoir un cercle un peu plus grand de ressources qu'on peut activer en fonction du type de crise. Ça c'est une flexibilité qui permet d'avoir des comités de gestion de crise beaucoup plus efficaces. Ouais. Et justement, on a une autre question un petit peu pareille au sujet de l'équipe pour gérer la crise. Une personne qui nous demande qui dans l'entreprise apparaît le mieux placé pour être le coordinateur de crise en l'absence d'un risk manager. Donc peut-être dans des entreprises de petite taille ou de moyenne taille. Est-ce que c'est la direction juridique qui doit jouer ce rôle? Comment tu vois les choses? Pas forcément, notamment, et puis il y a énormément de crises où l'apport, l'expertise du juridique est fondamentale et clé, et du coup, il ne faut pas perdre aussi ce rôle très important d'accompagnement et de cadrage, je dirais, des décisions qui sont prises. Donc, c'est le rôle de la direction juridique aussi, ça peut être un petit peu d'être ce garde-fou finalement pour être sûr qu'on évolue, on prend les décisions dans un bon sens et de ne pas exposer l'entreprise trop. Après, il faut trouver le bon équilibre. Hein. Il ne faut pas non plus que ce soit un frein à la gestion de crise. Il faut que ça accompagne, que ce soit vraiment un support et un soutien plus qu'un frein qui ne permettra pas de gérer la crise. Donc, je ne mettrai pas forcément peut-être le département juridique comme coordinateur de crise, étant donné le rôle très spécifique qu'il a dans ce type de situation. D'accord, plutôt une position d'expert. Oui. Il y a beaucoup de crises ou de comités où le General Counsel fait partie du noyau aussi de gestion de crise. Hein. Là, on est surtout sur des gros sujets. Hein. Ouais. On a une question sur un domaine un peu différent, sur la cybercriminalité. On n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Comment elle évolue, la lutte contre la cybercriminalité, sachant que peut-être elle se déplace aujourd'hui à plusieurs endroits, à travers plusieurs formes, etc. Est-ce que tu as un avis, toi, là-dessus?
Oui, alors c'est un sujet global déjà, ça touche tout le monde. Il n'y a plus de frontières, hein, dans le cyberespace, hein. On n'est plus sur des domaines extrêmement stricts et délimités. Tout ça, ça explose. Ça explose depuis de nombreuses années, hein. Les attaques cyber, ça vraiment et ça continue d'exploser. La crise du Covid également a été encore un catalyseur de plus dans l'explosion de tout ce qui était ransomware ou attaque de plusieurs niveaux, hein, que ce soit au niveau de la guerre cyber que se livrent des États ou des gouvernements, que ce soit au niveau de la cybercriminalité pure et dure du crime, ou que ce soit au niveau de l'activisme. Donc, et tous je dirais, ces trois grands acteurs développent des modus operandi toujours différents, c'est très changeant, ça va très vite. Et les entreprises ont besoin de se protéger, hein. Tout le monde est très impacté et puis ça peut aller très loin sur des attaques cyber, sur du vol d'informations qui peuvent être divulguées, qui peuvent mettre en péril une entreprise complète, hein. L'organisation peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc maintenant, c'est vrai, hein, Pierre, tu mentionnais un peu les exercices de crise. Là, nous, c'est vrai que les exercices avec un scénario cyber, ça prend une place très importante dans les scénarios de crise. Et ce n'est pas uniquement une réponse IT, c'est une réponse beaucoup plus complète que ça. Le volet aussi des régulateurs, hein, dans tous les pays ou les régions, soit ici chez nous, sur l'Union européenne ou la France, la position aussi de nos gouvernements impacte tout ça. Donc, c'est une réponse technique, oui, mais pas uniquement sur le cyber. Il y a une vraie réponse de crise stratégique qui doit être mise en place. C'est très amusant ces exercices d'ailleurs de préparation à la crise que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois avec Contrôle Risque, parce que vous avez des faux appels téléphoniques, des gens qui débarquent, vous recevez des messages, des mails, des trucs. On est vraiment mis en condition pendant 2-3 heures et c'est assez rigolo et en même temps assez stressant. Et donc on se dit, et ce n'est qu'un exercice, on est dans un stress absolu. Alors d'ailleurs c'est votre rôle, hein, quand vous vous formez à cet exercice. Et donc, on se dit, effectivement, il vaut mieux se préparer parce que si dans un cadre d'un exercice, on est en stress absolu, qu'est-ce que ça va être le jour où ça sera la réalité? Donc, j'encourage absolument ceux qui peuvent à faire ce genre de formation. Oui, et les exercices, ils sont vraiment clés, hein. Mettre sous pression aussi les comités de gestion de crise à travers des scénarios, ça leur permet d'être mieux préparés le jour où ça arrive réellement. Ça permet de mettre le doigt sur des failles. Du coup, ça permet d'améliorer les processus, les protocoles, les procédures. Et ça fait partie intégrante des programmes pour avoir des structures de gestion de crise beaucoup plus robustes, complètes, efficaces. Parce que le jour où ça arrive, on est content d'avoir un peu plus de connaissances et de suivre des process qui sont définis et qui sont là pour accompagner et pour répondre à ce besoin et adresser cette problématique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a même Émilie Guignot qui nous dit qu'elle, dans son entreprise, son General Counsel avait fait travailler tout le département juridique, toutes spécialités confondues main dans la main pour préparer la crise, même en collaboration avec d'autres équipes, et qu'au final, elle avait été super content, et même toutes les personnes impliquées, de pouvoir aborder ces sujets. Donc, voilà, n'hésitez pas à la contacter aussi pour avoir des retours sur ça. Mathieu, merci énormément. Merci 1000 fois pour ta disponibilité aujourd'hui. C'était un vrai sujet dont on n'entend pas souvent parler, et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu te mettre en avant, parler de contrôle risque, et puis aborder ça, dire plus de choses sur le rôle des juristes dans la gestion de crise. Ça t'a plu? Oui, un grand merci. C'était une super session, beaucoup de sujets abordés. Merci pour votre invitation. C'était un grand plaisir de partager ça avec vous. Merci, Mathieu. Et il reste que 3 numéros, Thibaut. Il reste que 3 numéros. C'est bientôt la fin. Voilà, on vous dira plus d'infos sur peut-être une saison 2 à venir la semaine prochaine. Voilà, on vous partagera plus de choses. Déjà, jeudi, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve Charlotte Folly qui va nous expliquer comment mesurer la performance de la direction juridique. Sujet qui revient beaucoup. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord. Les fameux KPIs. Les fameux KPIs. Il paraît que Pierre a un avis assez tranché là-dessus.
J'ai toujours des avis tranchés. Moi, je suis le Jean-Pierre Cobb de Legal Club Sandwich, comme je dis souvent. Donc, j'ai des avis tranchés. Mais absolument, nous écoutons quand même la question. Voilà, exactement. Donc, on va parler de tout ça jeudi. On vous attend nombreux dès jeudi à midi. Et puis, on vous dit à bientôt. Et voilà. Et là, c'est générique. À jeudi, tout le monde. À jeudi, merci. À bientôt.